le moment présent. Bon, nous sommes de retour après avoir passé un temps important à revoir les structures du fonctionnement de l'appareil d'État. C'est volumineux, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on voit que tout dépendamment du projet ou de l'étape dans laquelle est rendu le projet, il y a différents endroits où est-ce qu'on pourrait intervenir pour permettre d'avancer, faire progresser notre dossier. Et ce que ça peut indiquer aussi, c'est qu'une stratégie qu'on va vouloir mettre en place pour sensibiliser, faire avancer le projet, peut peut-être permettre se décliner en plusieurs étapes en raison de la multiplicité des endroits et des types d'interventions et des types d'interlocuteurs qui vont devoir être sollicités pour faire cheminer le dossier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder ce qui sont des éléments importants à garder à l'esprit lorsqu'on va vouloir intervenir dans le processus politique et gouvernemental. On a vu qu'il y a un encadrement, il y a toute une facette pré-parlementaire, si on veut, qui toute l'élaboration, la réflexion, le développement d'une stratégie, d'une politique ou d'un projet de loi. Et ensuite, tout le processus formel où est-ce que ça passe à travers les comités ministériels et le Conseil des ministres avant de se retrouver à l'Assemblée ou en Chambre pour tout le processus législatif. Et qu'une fois ça, c'est terminé, c'est passé, ben on est devant tout le développement de la réglementation qui souvent va accompagner un projet de loi ou va venir préciser des modalités d'application. Aujourd'hui, dans ce volet ici, on va commencer à parler de comment on peut intervenir dans le processus politique et gouvernemental. Souvent, quand on parle des lobbyistes, des gens qui font de l'intervention pour faire de la pression, mettre la pression ou les représentations pour un dossier, il y a des endroits où il y a des circonstances dans lesquelles c'est permis et d'autres où elles ne sont pas. Et il y a certains endroits qui sont peut-être un peu plus explicites dans leur description des choses qu'ailleurs. Mais intervenir dans le processus politique et gouvernemental, c'est la façon de se développer son intervention, c'est d'être à la bonne place au bon moment. C'est-à-dire donc être au bon endroit quand il le faut et être à l'autre endroit lorsqu'il est aussi nécessaire. Et ça dépend tout du cheminement et des différents lieux de pouvoir de décision, des instances de décision et des différentes étapes qui mènent vers l'aboutissement d'un dossier. Rien, heureusement, n'est moins prévisible que la démocratie. Donc, il faut, dans ce contexte-ci, c'est Jacques Attali, un écrivain, et lui-même une bête politique sous l'ancien président Mitterrand en France, toujours de son vivant, qui nous explique dans très peu de mots comment il n'y a rien de prévisible et tout est possible dans l'arène politique et dans le monde démocratique parce que tout peut changer, basculer dans un temps de rien où il y a tellement de lieux de décision et d'instances où les événements peuvent se produire qu'il y a toutes sortes d'événements qui peuvent venir changer la donne et changer l'orientation des choses très rapidement. Pourquoi qu'on intervient dans l'espace politique? Bien, vous êtes peut-être un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Vous êtes à la tête d'un organisme associatif, communautaire ou de service à la population, ou vous êtes principalement une personne engagée dans votre milieu. Puis, des événements, des choses qui se passent dans votre voisinage, dans votre quartier, vous tiennent à cœur. Et vous êtes satisfait d'un état de choses et vous voulez voir à intervenir, à faire quelque chose pour changer les choses. Et souvent, il y a des instances, il y a des autorités qui sont responsables de changer ces choses-là. Ça peut être à un niveau local, au municipal, ça peut être d'une responsabilité du gouvernement provincial, ça peut être d'une responsabilité d'une instance fédérale. Mais tout ça vous dit que vous devez déterminer où est-ce qu'il faut agir, et bien évidemment, mais vous souhaitez agir. Donc, pourquoi intervenir? Parce que vous voulez agir, vous avez besoin d'agir, vous voulez changer les choses ou vous devez changer les choses.
inévitablement, tôt ou tard, une décision gouvernementale, une situation intenable dans votre milieu vous atteint négativement, puis c'est elle qui vous interpellera et va vous motiver, vous propulsera à agir. Mais êtes-vous prêt ou êtes-vous prêt? Parce que quand on s'embarque dans ça, parfois c'est un plus exigeant qu'on peut s'attendre. Plongez à vos risques et périls. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire changer les choses. Et si on n'est pas prêt, on peut souvent être témoin du train qui passe sans être à bord ou sans être au-devant ou sans être en train de le chauffer. Et c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'a pas vu venir une décision. Et le dossier de l'Université de l'Ontario français est un exemple parfait. Jusqu'à l'été, on nous réitérait avec le nouveau gouvernement que le projet était bien en selle et que les choses avançaient. Et subitement, avec l'annonce économique, sans préavis, une décision inattendue, un changement de cap assez important. Et tout ça, ça fait quoi? Bien, ça fait en sorte qu'il y a un projet d'importance au centre des préoccupations de la communauté franco-ontarienne depuis 30 ans, soudainement bascule et interpelle. Et les gens se mobilisent. Comme en santé, en politique, vaut mieux prévenir que guérir. Car comme un cancer sournois qui fait surface, il peut être trop tard d'agir si on attend, ou le remède est difficile à supporter. 3 notions importantes sont à la base d'une bonne préparation. Il faut planifier, il faut prévoir ou anticiper, et il faut savoir. L'essentiel d'une bonne préparation, on va vous le relever en 8 différents points clés. C'est sûr qu'il n'est pas toujours possible de tout anticiper ou de voir venir tous les événements. Toutefois, il est possible de minimiser les risques de surprise et d'être en mesure de savoir ce qui se trame bien avant que ça se produise. Pour ça, par contre, il faut être prêt. Et on sait, on l'a dit plus tôt dans la journée, les gouvernements sont généralement lourds et lents dans leur action ou leur capacité d'agir. Donc, les décisions se planifient depuis un certain temps avant qu'elles soient dans le domaine public. Elles n'arrivent pas subitement, règle générale. Pour ça, il faut se donner un plan de match pour avancer, pour identifier des instances décisionnelles qui vont prendre les décisions au moment opportun, à telle instance, pour que le dossier puisse continuer de cheminer. Il faut pouvoir identifier les acteurs clés, tant au palier politique qu'au sein de la fonction publique. Parce que pas toute décision ou pas toute étape de décision est nécessairement de nature politique et ou de nature de la fonction publique. Il faut savoir à quel moment on intervient auprès de l'un et à quel moment on intervient auprès de l'autre. Forcément, on a vu ce matin l'importance des alliances, mais on a parlé aussi des adversaires. Et il faut que vous puissiez identifier vos alliés et vos adversaires. Cultivez les premiers et apprenez à neutraliser l'impact des seconds. 2, ayez un objectif clair et réaliste qui est compréhensible. Les mots ont une importance. La façon de communiquer les choses ont une importance. Et ce n'est pas toujours vu de notre perspective qu'elles sont importantes. Quand on vous demande d'expliquer ce que vous souhaitez accomplir, êtes-vous en mesure de bien l'expliquer? Peut-être pour vous, mais pour les personnes qui sont vos vis-à-vis. Est-ce que votre projet se visualise facilement? Plus important encore, est-ce que votre interlocuteur a bien saisi ce que vous avancez? Si vous en parlez, par exemple, en public, devant les médias, est-ce que les propos rapportés correspondent à vos explications, à vos intentions? Souvent, on va avoir l'impression, on va avoir le réflexe de dire « Ah, les gens n'ont pas compris ». Mais peut-être qu'on devrait plutôt se poser la question « Est-ce que j'ai bien expliqué ?» Expliquer, ça veut dire aussi bien comprendre qui est notre auditoire pour savoir ce qu'il a besoin de savoir et dans quels sont ses points de repère pour bien
capter ce qu'on a l'intention de dire. Il ne s'agit pas uniquement d'expliquer un projet dans un langage qu'on connaît. Il faut bien l'articuler de manière qui rejoint les repères des autres personnes. On a déjà parlé dans les sessions précédentes, mais avez-vous un plan B? Avez-vous pensé à des concessions, des modifications, ou quels sont les éléments essentiels, ou quels sont les éléments sur lesquels on pourrait négocier dans l'éventualité que la proposition n'est pas acceptable telle que présentée? Selon vous, dans votre tête, votre projet paraît sans doute tomber au bon moment, à la bonne place. Mais ce n'est pas tout le monde qui va partager votre opinion là-dessus et votre enthousiasme. On l'a dit ce matin, plus que vous prenez de la place, plus que le dossier prend de la place et devient important, plus qu'il est probable que des adversaires vont faire surface. Ils pourraient même, à travers des arguments qui sont présentés, vous présenter devant des éléments qui avaient été inattendus, mais qui deviennent des éléments sans issue possible. Quand dans le jargon gouvernemental, il faut se méfier de celle-là, on parle d'un dangereux précédent. Voilà une porte qu'on résiste à ouvrir coûte que coûte. La notion des précédents, la notion de rester à l'intérieur des sentiers défrichés. C'est très important parce que toute le système gouvernemental et politique fonctionne sur l'approche des pratiques, des conventions, des façons de faire qui existent et qui sont implantées depuis longtemps, éprouvées, fonctionnent à tort ou à raison, mais c'est celle-là qu'on utilise. Quand on veut les amener dans une mécanique, dans une démarche qui sort des sentiers battus, qui tente de voir les nouvelles façons de faire, et qu'on vous impose cette notion de dangereux précédent, où ça n'a jamais été essayé, là, vous savez que vous êtes confronté à une résistance qui est normalement assez solide. Il faut que vous soyez prêts. Ayez déjà réfléchi à des scénarios alternatifs, si possible. Mais il ne faut pas trop se précipiter à les dévoiler trop tôt. Parce qu'il est presque inévitable que dans votre cheminement dossier, il y a des éléments sur lesquels il va peut-être falloir concéder ou abandonner. Et à le faire trop tôt peut impliquer que vous allez devoir en abandonner ou en concéder sur d'autres plus tard. Il faut savoir déterminer si votre résistance à concéder va constituer un blocage à empêcher le dossier d'aller plus loin. C'est à ce moment-là qu'il faut devoir voir quels sont les éléments qui vont devoir être mis en place pour s'assurer que le dossier puisse continuer à cheminer, sans que vous compromettez trop d'éléments dans votre proposition. Ce n'est vraiment que quand on a la certitude qu'on ne peut pas aller plus loin avec ce qu'on a et que ce qu'on a nous empêche d'aller plus loin, qu'on doit envisager des modifications, des changements de parcours. Et dans tout ça, il faut toujours s'assurer que nos alliés sont à bord. Des changements, des virements dans lesquels on ne les a pas tenus dans le coup peut causer des événements déstabilisateurs et peut venir modifier le tracé de ce que vous avez d'une manière qui rende l'appui de vos alliés peut-être difficile. Donc, soyez sûr de pouvoir avoir validé minimalement ces possibilités-là au préalable avec ceux avec qui vous faites la marche vers l'atteinte de l'objectif. Comme quatrième point, on soulève, c'est connaissez votre vis-à-vis et vos opposants. Vous avez intérêt à connaître votre ou vos interlocuteurs, leurs motivations, leurs intérêts, leurs valeurs, leurs feuilles de route. Leurs objectifs doivent habiter votre réflexion. Pour être en mesure de confectionner des solutions qui sont gagnant-gagnant, il faut savoir quelles sont les idées qui vont séduire autrui. On en a parlé dans d'autres circonstances ce matin. Cette notion était fondamentale, c'est de comprendre votre projet non pas à travers de vos yeux, mais comprendre votre projet à travers des yeux de vos vis-à-vis en face.
autant ceux qui puissent vous appuyer que ceux qui ne vous appuieront pas. Donc, c'est bien comprendre vos adversaires aussi. Toujours essayer de trouver une entente. Trouver une opportunité pour neutraliser ce qui est une opposition qui peut être difficile et dommageable au projet. Si ce n'est pas possible, alors il faut comprendre les fondements de leur opposition. Y a-t-il moyen de rassurer ou de retirer certains irritants? Il faut toujours et jamais perdre de vue que pour les élus, l'important, c'est qu'ils ont à amener des projets qui vont occasionner le moins de résistance possible, qui vont susciter le moins de controverses et qui puissent finalement leur permettre de s'associer à une initiative, un projet à succès qui ratisse large, qui rallie. On le sait, il ne faut pas être seul. Parce que vous n'êtes pas seul dans l'arène. Il y a d'autres intervenants, d'autres joueurs qui vont intervenir. Et parfois, être seul, ça devient, vous pouvez être isolé très rapidement. Toujours cultiver vos relations d'alliés et votre travail de concertation. Parce que, on l'a dit, on l'a répété, les élus sont toujours constatés, surtout ceux qui sont au pouvoir, et sont sollicités de toutes parts constamment. Ils vont devoir faire des choix. Par la force des choses, ils ne peuvent pas tout accomplir ce qu'ils souhaiteraient ou ce qu'on leur demande d'accomplir. Et parfois, il y a des décisions des uns vont aller en opposition des autres. Ils vont devoir prendre des décisions. Ils ne pourront pas rendre tout le monde heureux. Mais comme les élus sont des politiciens, des gens qui veulent se faire en principe réélire au prochain tournant, ils vont vouloir éviter de se mettre dans des situations qui peuvent être problématiques pour leur propre avenir politique au plan local ou celui de leur formation politique au plan provincial ou national. Parler aux bonnes personnes. Trop souvent, ça nous arrive qu'on ait perdu beaucoup de temps, qu'on ait investi beaucoup de temps à présenter le dossier sous un certain angle à un interlocuteur sur la croyance qu'il ou elle va pouvoir agir dans le sens qu'on veut agir. Pour n'apprendre qu'après coup que finalement, le projet, ce qu'il nécessite, est une décision qui n'est pas de son ressort, de sa responsabilité, qui est de nature plus réglementaire que politique, que législatif, vice-versa. Mauvais calcul qui était fait, mauvaise information qui vous a été communiquée, ça arrive. C'est plutôt commun qu'on parle parfois aux mauvaises personnes pour faire avancer le dossier. En revanche, une bonne préparation devrait vous permettre de bien cibler les bons vis-à-vis, les bonnes personnes à qui vous devez parler. Différencier ceux et celles qui sont en mesure d'influencer versus ceux et celles qui sont en mesure de décider. Et à quel moment, si votre dossier comporte plusieurs étapes de décision, à quel moment, qui intervient qui décide, à quelle étape les décisions sont prises et qui les prend. Évidemment, il faut s'ajuster au niveau du message qu'on va leur livrer et le message se livrer de façon différente à tout coup. On parlait tout à l'heure du train, bien, on revient sur le train. On ne peut pas se permettre de le manquer. Il ne faut pas attendre que le train soit déjà rendu à la gare pour qu'on se rende à la gare pour le prendre. Il est déjà parti, il est trop tard. En politique, il est même préférable qu'on soit présent bien avant son arrivée, c'est-à-dire qu'on soit en amont des événements. Le moment qu'une annonce publique est faite par un ministre ou une ministre, il est trop tard. Un retour en arrière sur une annonce est particulièrement difficile à y faire. Renverser à vapeur relève presque plus souvent qu'autrement de l'impossible.
En d'autres mots, il ne faut pas attendre qu'une annonce ait été faite pour agir ou pour réagir. Il faut se trouver en mode actif plutôt que réactif. C'est vrai, le gouvernement a peut-être fait une gaffe. Il s'est peut-être trompé. Son analyse était peut-être mal fondée. C'est possible. Mais règle générale, on le sait, il est très difficile pour les politiciens, les instances gouvernementales, les politiques, d'admettre une erreur. La nature du système parlementaire fait en sorte que les adversaires sont là pour les traiter d'incompétents, de confusion, d'improvisation même. Donc, d'admettre l'erreur, d'admettre une mauvaise analyse, d'admettre une mauvaise décision, relève de l'impossible. Et d'être incapable de l'admettre veut dire qu'ils ont été incapables de revenir sur cette décision, du moins dans l'état, une décision qui renverserait exactement, nous ramènerait au même point qu'il était avant que ça a été fait. Il est possible d'essayer de trouver des façons de trouver des nouvelles pistes, des portes de sortie, des voies alternatives pour amener un dossier si l'État ou le gouvernement constate qu'il a fait une erreur. Il y a peut-être des voies par lesquelles il peut revenir, mais en empruntant un autre parcours que celui qui était dans lequel il était auparavant. Changer de cap, c'est extrêmement difficile, surtout une fois que la décision est annoncée, que la décision est prise. Et il faut donc être capable de trouver des voies alternatives. Mais plus encore, ce qui est plus important, c'est d'essayer d'anticiper de telles décisions et d'essayer de prévenir le coup avant que ce soit trop tard. Il faut comprendre l'environnement dans lequel votre vis-à-vis doit agir. C'est-à-dire que quand vous interpellez un ministre, une ministre, il faut comprendre qu'il regarde votre projet à travers un ensemble de facteurs ou de conditions qui sont beaucoup plus larges que strictement le mérite de votre projet. Il y a toutes sortes de facteurs, les conditions socio-économiques, la conjoncture budgétaire, le contexte des priorités du gouvernement à ce moment-là. Est-ce que le projet cadre dans ces priorités-là? Et quand on disait plus tôt aujourd'hui que si le gouvernement est en période au début de mandat, son comportement est différent que s'il est en fin de mandat. Les grosses et mauvaises décisions, souvent dans un cycle de gouvernement, vont être prises en début de mandat. Celles qui vont faire mal, celles qui risquent de provoquer des réactions, provoquer la controverse, vont se prendre au début. Pourquoi? Ça donne le temps à ce que les choses puissent se rétablir ou encore de faire oublier d'ici le moment où est-ce que le gouvernement doit se représenter aux élections dans 4 ans. C'est donc dit que dans la dernière année d'un gouvernement, il est très peu probable qu'on ait le même réflexe qu'on avait en début de gouvernement. Et quand en début, on est prêt à commencer à prendre des décisions difficiles, on est prêt aussi à créer des distances qui vont faire en sorte de nous éviter de subir trop de pression de trop d'endroits à un même moment. Donc, souvent, on va accuser un gouvernement au début de s'isoler, de ne pas être à l'écoute et de prendre des décisions mal fondées. Mais ces décisions, s'ils ont convictions qui sont nécessaires, c'est en début de mandat qu'ils vont l'effectuer de façon à ce qu'il puisse être, la problématique que ça soulève puisse être réglée et ou oubliée. Et d'ici la fin du mandat, des décisions difficiles peuvent devenir des décisions faciles. Donc, c'est donc dire qu'en fin de mandat, il faut présumer qu'un gouvernement va essayer de s'enligner pour prendre des décisions et faire des annonces qui vont le mettre sous un jour favorable et donc qui risquent d'intéresser et de ne pas s'aliéner des groupes de population. Il faut comprendre ce cycle de gouvernement et l'évolution dans laquelle il se trouve pour savoir quand sont les moments opportuns ou non pour activer ou réactiver un certain nombre de dossiers. Il faut comprendre aussi, puis ça, il faut se rappeler, tous les partis politiques, tous les politiciens se préoccupent de l'image
du gouvernement, de l'État, des lieux, des sondages. Mais une des variables qui va venir influencer le processus que je viens de vous expliquer sur un champ de 4 ans, c'est la nature minoritaire ou majoritaire d'un gouvernement. Le cheminement, je vous ai expliqué, c'est dans le contexte d'un gouvernement majoritaire. Dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, on va voir que dès l'entrée en fonction, ça ne sera pas le moment où est-ce qu'un gouvernement va commencer à prendre des décisions difficiles parce on sait que la durée de vie d'un gouvernement minoritaire, normalement, n'excède point 2 ans. Et qu'avant longtemps, après l'élection, s'il est minoritaire, on va se retrouver en période électorale rapidement. Et il n'a pas le luxe, à ce moment-là, de s'aliéner tout un ensemble de populations dès le départ et d'être obligé de contrer les effets négatifs dans une horizon rapide. Il faut toujours se rappeler que la politique se joue d'abord et avant tout localement. Un élu n'est pas élu à l'échelle provinciale ou l'échelle nationale, il est élu localement. Il aurait toujours un prisme en regardant les projets pour voir si ceux-ci peuvent avoir d'une façon quelconque un impact positif ou négatif sur son propre bilan lorsqu'il aura à se représenter devant l'électorat. Tous ces facteurs qu'on vient d'énumérer font en sorte qu'ils ont un impact sur la marge de manœuvre que votre interlocuteur, qu'un communiste estime avoir. Même parfois, ça peut être indépendant de sa volonté personnelle ou de ses convictions personnelles. Il n'est pas en mesure d'agir malgré sa volonté, son intérêt, sa motivation, sa sympathie. Si les conditions ne sont pas là pour qu'il puisse le faire, il ne pourra pas le faire. Il faut en tenir compte. Planifiez votre démarche et vos actions. On le répète ce qu'on a dit au début. Planifier, prévoir, savoir. Pour planifier votre stratégie d'intervention, les éléments clés qu'on va soulever ici, c'est d'identifier votre objectif et garder en réserve un plan B. Effectuez une bonne analyse de votre environnement politique, économique et social. Identifiez vos avantages et vos contraintes. Repérez vos alliés. Développez votre plan d'action. Donnez de la visibilité à votre enjeu. Crédibilisez-le. Ciblez les influenceurs. Mobilisez-les au besoin. Repérez les décideurs. Présentez votre projet. Faites-les parler pour que vous en appreniez davantage sur ce qui les motive, ce qui vont les faire réagir, ce qui vont les faire décider. Sachez décoder ce qu'on dit et recommencer et intensifier. Nous avions une dernière diapositive qui n'est malheureusement pas dans la présentation actuelle, qui parle de l'encadrement. Tout ça, c'est des activités qui peuvent se faire souvent et qu'on interprète, qu'on définit comme étant des activités de relations gouvernementales ou de lobbying. Il existe au plan gouvernemental canadien et ontarien, et même de plus en plus au plan municipal, des cadres très définis, réglementés, qui affectent les activités de lobbying, tout l'exercice d'influencer la prise des décisions dans les instances gouvernementales. Il faut savoir qu'au provincial, c'est le commissaire à l'éthique qui en est chargé, et au fédéral, c'est un commissaire au lobbying qui en est chargé. Ce sont deux fonctions qui relèvent d'instances législatives et non pas gouvernementales. Et ils encadrent les activités et les définissent normalement dans 3 types. Ce qu'on appelle des consultants, des gens qui ont comme profession d'être des lobbyistes ou des relationnistes gouvernementaux professionnels qui font ça à journée longue pour le compte de différents clients. Il y a aussi à l'intérieur des organisations des personnes qui, dans le cadre de leur responsabilité, vont faire et entreprendre des démarches de lobbying. Et les distinctions qui sont normalement faites en fonction que si c'est fait à l'intérieur d'entreprises privées ou si c'est fait à l'intérieur d'organisations en but non lucratif. À tout événement, une personne qui est consultante, lobbyiste à plein temps, doit absolument se déclarer, s'inscrire au registre des lobbyistes et donner les détails, tous les détails qui sont demandés
par rapport à l'activité, les activités de lobbying qu'ils entreprennent et pour le compte de qui, et le calendrier dans lequel tout ça se fait. Le registre est très important. À défaut de respecter ces exigences, un lobbyiste peut être barré, exclu de la capacité d'agir et d'intervenir auprès du gouvernement. Dans le cas où cette personne est à l'intérieur des organisations, il faut savoir que normalement, on détermine si une personne doit s'inscrire ou les activités doivent être inscrites et le calendrier, tous les autres détails doivent être précisés en fonction du temps, du volume de temps qui est consacré par ces personnes-là à ce type d'activité. Par exemple, en Ontario, si sur une période d'un an, plus de 50 heures de travail sont consacrées à des activités de lobbying, un palier de gouvernement, au palier du provincial, par un employé, cet employé doit être inscrit comme étant quelqu'un qui fait des démarches et des activités de lobbying. Au fédéral, on utilise un critère qui s'apparente plutôt à 20% du volume mensuel des activités qu'une personne fait. Si c'est atteint, à ce moment-là, ces activités doivent être déclarées. Il est très important de s'inscrire à l'intérieur de ces normes, de ces obligations, de ces règles très bien définies pour ne pas être en porte-à-faux et compromettre ses activités pour l'avenir. L'objectif de tout ce registre, c'est de rendre transparent les activités d'influence qui entourent les prises de décision dans les instances gouvernementales et éviter qu'il y ait un trafic d'influence qui s'effectue. En finalité, comme on a fait avec d'autres ateliers qu'on a fait ce matin, l'exercice que je veux vous apporter en est un vraiment de voir comment on peut repenser un projet en fonction des contraintes, des circonstances devant lesquelles on est. On revient encore avec le projet de l'Université de l'Ontario français. Il est d'actualité. Il nous explique un contexte qu'on connaît depuis un peu plus d'un mois. Et là-dessus, je vous mets devant un scénario et je vous invite à choisir un des deux scénarios pour vous mettre dans une peau qui ne vous rend peut-être pas à l'aise, mais laquelle vous devez vous mettre dedans si vous êtes pour comprendre comment vous devez réagir à des événements que vous ne souhaitez pas, mais qui sont là. Alors, le scénario, c'est que le gouvernement d'Ontario est intraitable. Il ne recule pas sur la question de la création de l'Université de l'Ontario français, telle qu'elle a été articulée jusqu'à ce jour. Aucune relance en vue. Vous avez le choix de l'un des deux scénarios suivants. Repenser le projet de l'université sur des nouvelles bases qui sauraient persuader le gouvernement à agir. Ou, du moins, qui lui permettraient de ne pas perdre la face en le relançant. Quelles pourraient être les bases d'une telle refonte? Répond-elle à des objectifs gouvernementaux de l'heure, tout en répondant aux aspirations de la communauté franco-ontarienne? Donc, est-il possible de repenser le projet de l'université sur une nouvelle base en sachant quelles sont les priorités gouvernementales de l'heure? Est-il possible que une telle réflexion, un tel repositionnement puisse être fait et rester pertinent et valable auprès de la communauté auquel c'était destiné? Ça peut nous amener à faire des choix, à penser à des approches qu'on avait mis de côté dans le passé, qu'on ne considérait pas pertinentes, qu'on ne considérait pas valables, mais dans le contexte nouveau, le sont-elles toujours? Face au deuxième scénario, deuxième option sur laquelle je vais vous amener comme piste de réflexion, c'est face au cul-de-sac universitaire, jetons l'éponge à la faveur d'un nouveau projet. Abandonnons le projet de l'Université de l'Ontario français. Si on devait se tourner vers un autre projet, quel serait ce projet porteur? Comment faire pour l'identifier? Répond-il aux besoins et aux aspirations de la communauté tout en s'alignant sur les priorités de l'heure? C'est sûr, ce n'est pas un scénario qu'on souhaite envisager, mais il faut peut-être l'entretenir puis voir où ça nous amène avant de lui fermer la porte. C'est des scénarios difficiles, mais que quand on est dans un processus de démarchage politique,
ce sont des réalités auxquelles on peut se retrouver facilement et régulièrement confronté à se remettre en question, à remettre en question nos projets, à les mettre de côté, à faire face à la possibilité que ça ne voit pas le jour. Donc, cette réflexion-là va pouvoir vous amener à dire ce qui est dans la mesure du souhaitable, du faisable, quelles sont les concessions ou non sur lesquelles on pourrait envisager dans un projet comme celui-là. Et ça n'a pas besoin de ce projet, celui-là. Ça peut en être un autre parce que ce n'est pas le dernier des dossiers qu'on aura à faire avancer auprès des instances gouvernementales. C'était le 4e volet sur les activités de représentation et qui vous amène en toute fin à une réflexion sur comment on peut penser à se repositionner. Le dernier atelier qu'on va donner dans quelques minutes sort un peu de cette logique et de cette chronologie qu'on établit avec les 4 premiers, va regarder de façon plus pointue la notion de la mobilisation à l'ère numérique. Aujourd'hui, on l'a vu actuellement entre le dossier de l'Université franco-ontarienne, je devrais dire, que la mobilisation par les réseaux sociaux est devenue un phénomène important et que ça a été très utile pour faire sortir les gens en fonction d'une réaction à cette décision. Il faut mieux connaître ces outils-là et savoir les apprivoiser et savoir les utiliser pour qu'on puisse en tirer le meilleur parti dans nos efforts et de travail de rejoindre et de mobiliser les gens qui sont à notre base. Et donc, on va revenir sur cette question-là dans le prochain atelier. Merci.